On va passer la parole au professeur Chomérifo, du coup, qui va nous parler de nouvelles analyses qui ne font plus appel aux patients, mais uniquement à leurs données. On va terminer en effet sur la collecte des données et puis les outils. OK. Alors initialement, je devais faire seul la présentation. Je ne sais pas si Maxime Vac a pu nous rejoindre. Il était là? OK. Donc lui traitera plus spécifiquement des entrepôts de données de santé, puisque c'est notre nouveau collaborateur qui est arrivé en juin dernier, qui est vraiment un très grand spécialiste de ce sujet, à qui je laisserai la deuxième partie. Alors moi, je vais un petit peu dans la suite de ce que je vous ai dit ce matin. On a vu que les données, c'est une chose extrêmement importante. Mais ces données, ça se collecte après avoir, entre parenthèses, obtenu d'abord l'autorisation des patients et puis rempli un certain nombre d'obligations légales. Et ces obligations légales, en fait, c'est le règlement général sur la production des données. 2016, date d'application en mai 2018. Et on a tout de même un document qui est particulièrement ardu, même pour des gens qui ont l'habitude de lire des textes de dispositions réglementaires. Et assez difficile à comprendre de temps en temps dans ces dispositions. Le principe général, c'est qu'on n'a pas le droit de faire de traitement de données à caractère personnel sans avoir une base légale et sans avoir en gros l'autorisation du sujet. Et je vais prendre qu'un seul exemple. Alors d'abord en définissant dans le bréviaire deux termes. On doit, lorsqu'on prévoit une collecte de données, désigner un responsable du traitement. C'est celui qui va définir les opérations qu'on va réaliser, qui va assumer la responsabilité juridique de ce traitement vis-à-vis du règlement. Et puis ce traitement de données à caractère personnel, c'est très large. Ce n'est pas uniquement faire de l'informatique. C'est définir comment les données sont collectées, c'est définir comment elles sont enregistrées, où elles vont être conservées et combien de temps, etc. etc. L'exemple que je voulais donner sur la difficulté, c'est qu'il faut toujours une base juridique, il faut une base légale pour lancer un traitement de données. Et les essais cliniques, on peut se dire, c'est tout simple, hein, on fait un essai clinique, je vais juste demander au sujet. Non, en fait, il y a deux bases légales qui doivent s'appliquer avec des conséquences différentes. Il y a une base légale qui est faite au lieu que les essais cliniques, c'est fait à la demande des autorités pour les médicaments, et que les autorités veulent des données authentiques, fiables et crédibles. La conséquence, c'est que dans ce cas-là, le patient n'aura pas le droit, s'il décide de sortir de l'étude, de demander, de s'opposer à la conservation des données. Comme ces données sont considérées comme extrêmement importantes par les États, qui ont défini des normes, les données doivent être robustes, un patient qui sort d'une étude clinique n'a pas le droit de demander qu'on efface ses données de tolérance ou ses données d'efficacité. Et par contre, au sein de la même étude, il peut y avoir des recherches de type plus, comprendre les maladies et tout ça, qui ont un autre statut et qui concernent une autre base légale. Ce qui fait que là, le patient il peut demander qu'une partie disparaisse et l'autre ne disparaîtra pas. Donc c'est pour montrer la complexité des opérations. Il y a deux métiers maintenant qui existent. Il y a un métier qui est celui de ce que j'appelle la biométrie. Le biométricien, c'est celui qui très concrètement va réfléchir à toutes ces opérations de collecte, de constitution d'une base de données. Et puis il y a un métier de statisticien méthodologiste. Les gens ont tendance à fortement confondre les deux choses. Ce n'est pas du tout le même boulot de s'occuper de l'organisation et de la création de bases de données que de faire de la statistique, qui est une branche des mathématiques, pour lesquelles en général il faut tout de même 6 à 7 ans avant de commencer à comprendre un petit peu de quoi on parle, et de méthodologie, qui est surtout avant tout une expérience, c'est de l'expérience. On est un bon méthodologiste quand on a vu des dizaines et des dizaines de projets. La pseudonymisation et l'anonymisation, alors c'est un mot difficile à prononcer, mais c'est extrêmement important. Les données, elles sont dépseudonymisées lorsqu'on ne peut pas les attribuer à une personne précise sans avoir recours à une information extérieure. C'est en termes clairs, c'est-à-dire qu'il y a toujours dans le service, il y a une liste de correspondance, quelque chose qui dit que tel code attribué, c'est telle personne. C'est fondamental à comprendre parce que s'il y a des données uniquement pseudonymisées, on peut faire du contrôle de qualité. C'est-à-dire que quand on envoie des données à l'extérieur, qu'on fait un certain nombre de contrôles de cohérence et qu'on trouve, par exemple, on se demande si le poids a été interverti avec la taille, on peut renvoyer une demande et dire, voilà, pour telle observation ayant tel numéro, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il n'y a pas une erreur? Si les données étaient anonymisées, il n'y aurait aucun moyen de revenir sur le dossier original.
Donc pour nous qui fonctionnons presque toujours dans un système d'assurance et de contrôle qualité, la majorité des données sont pseudonymisées. Il n'y a qu'en épidémiologie, où on travaille sur des énormes cohortes, où là on peut se retrouver avec des données qui sont réellement agrégées et anonymisées. Les listes de correspondance, elles sont conservées, et les listes de correspondance, elles doivent être conservées dans de bonnes conditions, c'est-à-dire en termes clairs, fermées, à clé, dans des bureaux. Une donnée pseudonymisée, ça reste néanmoins une donnée à caractère personnel, indirectement identifiante. Et donc, elles sont soumises à l'application de la réglementation. Un des premiers choix sur lequel aussi je voulais dire, c'est qu'on peut avoir beaucoup d'outils pour faire cette collecte des données. Et ces outils, pendant des années, ici, on a choisi des solutions technologiques ABC. On a décidé un petit peu de standardiser et d'homogénéiser. Donc, pour tout ce qui sera les collectes des données dans le cadre de nos essais, maintenant, on a choisi une solution, RedCap, qui a été développée aux États-Unis par l'université. Il y a plus de 6000 utilisateurs. Pour nous, l'avantage, c'est gratuit. Et donc, on l'a abordé X fois. Les budgets, c'est très important en recherche. C'est assez facile à développer. Les besoins personnels sont relativement réduits et ça permet d'exporter les données dans tous les formats utiles. Et donc le système a été mis en place en 2021. Comme le demande et les exigences en fait définies dans le RGPD, c'est sécurisé, c'est-à-dire que le serveur sur lequel est l'application, il est situé dans les salles blanches en bas du service informatique. Et donc tous les accès se font par des webs sécurisés. Et le premier ICRF, donc sur une maladie rare, c'est l'étude CN... mélange de temps en temps, CNGB1 d'Isabelle Odo est quasiment finalisé. Et ça, c'est un exemple donc, de formulaire, c'est assez classique et c'est l'outil qu'on utilisera pour tous les autres. Alors, qu'est-ce que c'est que les règles d'or? Là, je vais être très rapide. Les règles d'or d'une bonne base de données, ce qu'on appelle des données FAIR. En français, facile à trouver, accessible, interopérable et réutilisable. Je ne vais pas aller tellement plus loin, je pense que... il y a un autre message qui est important, c'est que des données, pour pouvoir bien exploiter, c'est comme dans une librairie. Si vous ne savez pas ranger vos livres, vous allez avoir beaucoup de difficultés. Donc il faut travailler et essayer de travailler avec des données bien rangées, c'est-à-dire ce qu'on appelle les tidy data. Pourquoi je dis tout ça? Parce qu'on a toujours l'impression que la base de données s'est constituée et puis que derrière, le statisticien va arriver et qu'en 2 secondes, tout va être fait. En fait, quand on réalise une base de données dans une recherche, on passe plus de 80% ou 90% du temps à la nettoyer, c'est-à-dire à identifier des erreurs et avoir quelque chose de propre. Parce que comme je dis toujours, l'analyse statistique, ce n'est pas un truc magique. S'il y a une connerie à l'intérieur, il ne va pas le deviner, il ne va pas retrouver la bonne valeur, et à la fin, vous pouvez retrouver des gros soucis. Donc il y a aussi besoin de structurer les jeux de données, et il y a des standards qui ont été développés. Ces standards, alors on ne travaille pas dedans, c'est un algèbre relationnel de code qui a été développé il y a longtemps. Savoir que ceux qui ont l'habitude, ceux qui utilisent beaucoup le langage R, beaucoup de choses sont conçues, entre parenthèses, pour des données bien structurées et bien rangées. Je ne vais pas trop aller sur ça, parce que ça, c'est un petit peu trop technique. Je vais aller plutôt sur c'est quoi les 10 commandements, pour moi, quand on fait une base de données. C'est un, respecter les aspects réglementaires. On ne fait rien, entre parenthèses, avant de vérifier qu'on est bien dans les clous. C'est 2, c'est impliquer celui qui va s'occuper de la biométrie, le statisticien, le plus vite possible. Un des grands statisticiens disait toujours que quand on l'invitait, une fois l'étude terminée, il faisait une magnifique autopsie du processus. Il était parfaitement capable d'expliquer pourquoi les projets étaient morts, mais il ne pouvait rien faire pour les ressusciter. Il faut désigner un responsable du traitement, c'est une obligation légale. Il faut bien définir les finalités. Je dirais, un traitement, ça a une finalité. Réutiliser des données, c'est une autre finalité. Donc il faut toujours bien réfléchir, c'est quoi les finalités de mon traitement. Il faut standardiser et justifier les variables qui seront collectées. Ça fait un certain temps que je fais de la recherche, je suis toujours effaré par le nombre de variables qu'on nous demande, entre parenthèses, de collecter par rapport à celles sur lesquelles on pourra vraiment réaliser des analyses statistiques utiles. Donc il ne faut pas confondre exhaustivité avec qualité. L'exhaustivité, des fois, c'est plutôt l'ennemi même de la qualité. C'est quelles sont mes hypothèses, qu'est-ce que je veux faire, et puis éviter d'avoir des... Le premier cahier d'observation d'une étude de thérapie génique, je l'ai connu puisqu'il a été fait à la PHP, il faisait 3 kilos. 3 kilos. Sur ces 3 kilos, la publication elle devait utiliser, je pense, une vingtaine de variables.
sur les 2000. Il faut préparer un cahier des charges. Bon, l'éditeur, vous avez vu, pour nous, c'est REDCap. Il faut naturellement décrire dans un document la hiérarchie des droits d'accès, c'est qui peut accéder. Il faut toujours assurer l'authenticité et la fiabilité des données, donc ça c'est le contrôle de qualité et un plan de monitorage. Il faut assurer la traçabilité. Dès que quelqu'un touche et change quelque chose, on doit savoir quand, qui et pourquoi. Et puis quand on a beaucoup de partenaires, et c'est le cas, quand on est sur des études multicentriques, il ne faut pas hésiter à avoir tout de même un contrat cadre pour définir les responsabilités de chacun. Et je ne peux pas échapper à vous dire tout de même un tout petit mot sur l'IA, parce que c'est un peu souvent. Et là, je me suis fortement inspiré d'un topo remarquable qu'avait fait un de mes collègues, qui est le professeur Bruno Falissard, donc, qui est polytechnicien, psychiatre spécialisé en pédiatrie et naturellement directeur de l'Institut statistique, où il avait très bien en fait résumé un petit peu le contexte. À l'époque, il avait appelé son topo, c'était l'intelligence artificielle en médecine, une lubie technophile de plus. Enfin bon, c'était un titre un petit peu, comme je dis, provocateur pour amener les gens, mais c'est tout de même une question. En fait, le terme d'intelligence artificielle, comme il explique, puisqu'il est psychiatre, ça touche beaucoup au narcissisme de l'être humain, puisque normalement, l'être humain est la seule personne intelligente à la surface de la Terre. Et c'est un terme qui fait très peur à beaucoup de monde. Comme il l'explique, il y a beaucoup de gens qui se jettent dedans parce qu'ils en ont très peur. Et c'est une crainte pour beaucoup de professionnels d'être entre parenthèses dépossédés, notamment pour les imageurs. Les imageurs ont beaucoup craint à une époque que l'intelligence artificielle les dépossède. Bon, d'abord, l'intelligence artificielle, ça existe depuis 1970. C'est des programmes MICINE, je pense qu'il y en a peu qui les connaissent, mais c'est des programmes d'aide au diagnostic des maladies infectieuses et de traitement. On les a vus apparaître, mais comme c'était des systèmes absolument linéaires et très lourds, ça n'a jamais beaucoup évolué. Il propose, et alors ça veut bien arriver, mais c'est une intelligence lente, il propose le terme d'intelligence augmentée. Moi, j'ai tendance à aimer aussi plutôt de parler de calcul intensif. Intelligence augmentée, c'est-à-dire des outils qui vont augmenter notre intelligence. Et il avait une remarquable vision, c'était de dire que le livre, c'est la première forme de l'intelligence augmentée, puisque c'est ce qui augmente notre capacité de mémorisation. C'est comme c'est notre petit disque dur externe qu'on peut rajouter. Que la deuxième intelligence dans la façon d'augmenter, c'est les mathématiques, puisque les mathématiques, c'est quoi? C'est juste une façon de visualiser des choses sur lesquelles notre cerveau a un petit peu de mal. Si je vous montre une carte routière en 2 dimensions, ça va. Si je m'amuse à l'inverser et que je vous demande de me dire où je conduis, déjà la moitié des gens ici vont être perdus. Si je présente un globe, et que je vous demande le trajet géodésique qui permet d'aller le plus simplement d'un point à un autre, là, ça va commencer à être difficile. Et en 4D, c'est terminé. Le cerveau humain ne sait pas l'analyser. Donc les mathématiques, c'est quoi? C'est de l'intelligence augmentée, parce que c'est une façon de projeter sur des espaces à 4 dimensions des objets très conceptuels. Et puis la statistique, la statistique, qui est une branche des mathématiques, c'est pas de faire des tests, c'est d'abord de savoir représenter des objets, de les représenter et de définir un certain nombre de mesures pour résumer leurs caractéristiques. Et je vous ai pris un exemple qui est très simple, c'est cette petite map, je suis désolé, un petit peu petite, mais vous avez des athlètes qui pratiquent le décathlon et vous vous intéressez à quelles sont les disciplines sportives qui sont les plus reliées. La seule façon de le voir, vu qu'il y a 10 dimensions dans le problème, c'est de faire ce qu'on appelle des projections, c'est-à-dire de l'analyse factorielle. Et quand on regarde, on voit que les traits correspondant à un des 10 sports, qui sont les plus proches d'eux, signifient que c'est les mêmes capacités de l'individu qui interviennent dans les bons ou les mauvais résultats à chacun de ces sports. Simplement, la statistique, ça marche très bien quand les modèles sont linéaires et quand les modèles ont moins de 10 dimensions. Par exemple, beaucoup d'entre vous ont fait des régressions multiples. Il faut savoir que les résultats ne sont pas si géniaux. Il y a encore des papiers qui sont sortis tout récemment qui montrent qu'il y a beaucoup d'erreurs. Et puis, on a le calcul intensif, c'est-à-dire qu'il faut des énormes machines avec des capacités de calcul qui dépassent tout. Et là, en fait, c'est un autre type d'algorithmes qui peuvent être employés et qui nous permettent de répondre à cette fois-ci des problèmes qui ne sont pas linéaires, par essence, et qui impliquent des dimensions invraisemblables. Comme il disait aussi, c'est que les statisticiens qui ont élaboré tous vos tests,
tous les concepts. À cette époque-là, quand on avait 4 variables pour analyser les sujets, c'était un grand monde. Et ils n'avaient jamais envisagé qu'on pourrait travailler sur des modèles à plus de 1000. Et je te laisse, Maxime, la suite. Bon, bonjour à tous, je suis Maxime Vac, je suis responsable de l'entrepôt de données cliniques et donc je vais vous présenter assez rapidement qu'est-ce qu'un entrepôt de données cliniques et à quoi ça sert. Si on peut me mettre les diapos. Ah, voilà. Donc qu'est-ce que c'est qu'un entrepôt de données cliniques? Donc déjà, avant de savoir ce que c'est qu'un entrepôt de données cliniques, on part du dossier patient. Donc dans un dossier patient, qu'il soit informatisé ou non, vous avez une collection d'informations concernant la prise en charge d'un patient. Donc vous pouvez avoir des observations médicales, des comptes rendus, des examens biologiques, des examens d'imagerie, etc. Dans un dossier patient informatisé, vous avez chacun des patients, donc chacune des lignes verticales est un patient, pour lesquels vous pourrez avoir toutes sortes d'informations sur chaque patient au cours du temps, au cours de plusieurs visites successives. Et votre dossier patient informatisé, ce qui vous permet, c'est d'avoir une vue verticale. C'est-à-dire qu'il vous permet conceptuellement et en termes d'interface utilisateur, uniquement de voir un patient par patient, mais de voir toute l'historique du patient, donc de voir tous les types d'examens qu'il a pu avoir dans le passé jusqu'à la prise en charge actuelle. Un entrepôt de données cliniques qui permet d'avoir une vue horizontale sur toutes les données de votre établissement. Donc c'est différent à la fois de manière structurelle, de la manière dont on va représenter les données pour pouvoir les interroger, mais aussi en termes d'utilisation, vu qu'on n'est plus en train de vouloir juste voir l'histoire d'un patient, on veut soit sélectionner tous les patients qui correspondent à une liste de critères d'inclusion, voire extraire toutes les données pour tous les patients qui correspondent à un critère d'inclusion. Par exemple, chercher tous les examens d'imagerie chez des patients ayant une DMLA entre 55 et 60 ans, par exemple. Donc, à quoi ça sert un entrepôt, du coup, de pouvoir avoir cette vue sur les patients qui est horizontale et non verticale? Premier cas d'usage le plus simple, c'est la faisabilité d'études, c'est-à-dire que quand vous voulez faire une étude sur les patients, vous voulez déjà savoir si vous êtes en capacité de recruter un nombre suffisant de patients pour pouvoir mener cette étude à bien. Et ça passe par le fait de commencer à regarder est-ce que vous avez assez de dossiers de patients qui correspondent à vos critères d'inclusion. C'est généralement un travail déjà un peu long en préalable d'une étude, alors qu'une fois qu'on a toutes les données des patients dans un entrepôt, on peut simplement demander combien de patients correspondent à mes critères d'inclusion. Donc la tranche d'âge, le sexe, la présence d'une pathologie, d'un acte chirurgical, d'une imagerie, etc. Une fois qu'on a fait une faisabilité, ce qu'on peut faire aussi, c'est commencer à faire des études de cohorte à partir de cette faisabilité. C'est-à-dire qu'on va pouvoir réidentifier ces N patients qu'on a identifiés dans notre historique de patients et pouvoir retrouver leur numéro de téléphone, leur courrier, les appeler et voir s'ils sont d'accord pour participer à une étude. Notamment, l'entrepôt de données n'est pas quelque chose de fixe, c'est quelque chose de dynamique. Il est alimenté en continu par le dossier patient informatisé. Donc, au fur et à mesure que vos patients viennent, ils remplissent effectivement déjà en plus des données qui pourront vous être utiles lors d'une étude, simplement par les examens qu'ils vont avoir réalisés au cours de leur suivi habituel, etc. Un autre cas d'usage, c'est des études entièrement rétrospectives. C'est-à-dire que comme on suit des patients depuis des années, on va pouvoir rechercher dans notre historique toutes les données de ces patients lorsqu'ils ont été pris en charge dans l'établissement pour pouvoir créer une étude rétrospective, soit une étude cas témoin, une cohorte rétrospective, des études de pharmacovigilance, etc. Donc ça, on peut avoir des études entièrement limitées dans le temps qu'on va pouvoir mener complètement sur entrepôt. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de reconvoquer des patients, on n'a pas besoin de refaire un recueil de données, on n'a pas besoin de passer des heures aux archives à sortir des dossiers pour recopier des valeurs dans des cases. On va demander à réextraire un certain nombre de données pour ces patients-là au cours du temps et on va avoir comme ça notre fichier de données, alors qui devrait être renettoyé avant de pouvoir être exploité statistiquement, mais on va raccourcir largement le temps de collecte de données. Un autre cas d'usage aussi, ce qu'on peut faire, c'est une fois qu'on a donc une immense cohorte comme ça de patients, parce que si on a tous les patients qu'on a suivis depuis 5, 10, 15, 20 ans, on se retrouve avec un énorme volume de patients avec des présentations très diverses. Mais ce qu'on peut se rendre compte, c'est que parmi la diversité de nos patients, peut-être qu'il y a plusieurs patients qui se ressemblent et quelque chose dont on ne s'était pas rendu compte en les voyant à des moments espacés dans le temps par plusieurs praticiens différents.
peut-être que personne ne s'est rendu compte que tous ces patients ont une similarité. Donc, le fait d'avoir toutes les données de suivi de tous les patients permet de pouvoir isoler des groupes de patients similaires. Donc ça permet soit dans la prise en charge, imaginez vous avez un patient avec un cas très atypique qui arrive et vous posez la question de savoir comment le prendre en charge, sachant que ça n'est pas présent dans une recommandation. Vous pouvez aller regarder dans l'historique de tout l'établissement, trouver des patients qui ressemblent à ce patient-là et regarder comment ils ont été traités à l'époque et est-ce que ça pourrait nous inspirer, nous, à faire telle ou telle prise en charge. Peut-être que la prise en charge qui a été faite dans le passé n'a pas marché, donc ça ne sert à rien de la réessayer. Ou alors, on a vu qu'une prise en charge avait fonctionné pour un certain sous-groupe de patients et on va pouvoir, du coup, la proposer dans ce cas-là à ce nouveau patient. On peut aussi effectivement trouver faire ce qu'on appelle du deep phenotyping, c'est-à-dire au sein d'une entité pathologique qu'on pense, comme par exemple la DMLA, se dire est-ce qu'il n'y a pas plusieurs sous-types parmi ces patients et donc utiliser des algorithmes qui permettent sur une grande collection de patients de faire des sous-groupes et ensuite d'aller se poser des questions sur effectivement est-ce qu'il n'y a pas un groupe de patients qui a en fait, même s'il a les mêmes présentations symptomatologiques, n'a peut-être pas une même mutation d'un gène, n'a peut-être pas un même résultat biologique et ce qui pourrait conditionner une prise en charge différente. Donc, pourquoi on va faire un entrepôt de données cliniques au 15-20 ? Déjà parce que c'est quelque chose qui est très utile pour le CIC, pour par exemple, faire des files actives de patients, pour faire du recrutement de patients. Ça va être très utile pour tous les internes qui font leur thèse, pour pouvoir récupérer des données, pouvoir faire leur travail et passer plus de temps à faire de la clinique et moins de temps à recopier des chiffres dans des cases. Et aussi, c'est un substrat pour l'interaction entre l'Institut de la Vision et le CHNO, pour mener à bien tous les projets de recherche translationnelle. Donc, pouvoir proposer en face d'examens innovants qui seraient faits à l'Institut de la Vision, un socle de données cliniques de suivi de ces patients qui existent depuis leur prise en charge. Donc, comment ça va se dérouler un entrepôt de données cliniques ? Donc, tout d'abord, il y a une étape de consolidation de la numérisation de tous les éléments du dossier patient dans le dossier patient informatisé. Essayer d'harmoniser ça, de mieux représenter les données et d'harmoniser les pratiques. Ensuite, il s'agira de faire l'intégration de données du dossier patient informatisé vers la solution d'entrepôt de données. Puis, selon la solution d'entrepôt de données choisie, mais celle qu'on va retenir, permettra aux utilisateurs, donc c'est-à-dire les médecins, les chercheurs, de faire eux-mêmes leurs propres interrogations. Donc ça concernera vos propres patients pris en charge dans votre unité de soins. Ça vous permettra de retrouver très facilement des patients que vous auriez pris en charge dans le passé. Et pour les projets plus complexes, il y aura un service d'exploitation de l'entrepôt qui pourra accompagner les projets plus complexes, les projets dits multicentriques. Maintenant, la définition de multicentrique, elle est devenue même simplement plusieurs services dans un même établissement. Et donc, dans ce cas-là, il y aura un circuit de dépôt de projet avec un examen par un comité éthique et un service de support qui permettra de vous accompagner pour la méthodologie de vos recherches, les analyses statistiques et des projets d'intelligence artificielle, que ce soit sur de l'imagerie, sur du texte ou autre. Du coup, c'est pour quand, c'est où et qui va s'en occuper. Donc l'intégration des données, elle va commencer l'année prochaine. Le plus tôt possible en 2023. C'est une des plus grosses parties du travail d'intégrer toutes les données. C'est quelque chose aussi, c'est un processus qui va se continuer dans le temps, vu qu'on est susceptible d'avoir de nouvelles machines, de nouveaux logiciels, etc. Donc tous les X temps, il faudra faire un peu de travail pour continuer à pouvoir intégrer des données dans l'entrepôt. Mais on prévoit que les premières études pourraient être menées d'ici 2024. Le service sera situé au 2e étage du bâtiment du 36 rue Charenton. Et ce sera une équipe de 4 personnes, donc moi-même qui serai directeur médical de l'entrepôt, un ingénieur données qui s'occupera de l'intégration de données et de pouvoir fournir des outils d'accès aux données, et 2 data scientists qui s'occuperont de réaliser des analyses et des projets d'intelligence artificielle, ainsi que des partenariats avec d'autres équipes de recherche, que ce soit à l'Institut de la Vision, à Sorbonne, etc., pour aller chercher des compétences spécifiques d'analyse de données pour les utiliser sur nos données. Voilà. Merci.
Bien, merci Maxime, merci Philippe. Oui, madame. Est-ce que vous allez partager ou faire partager les données des autres centres ophtalmologiques en France, ou c'est uniquement les données recueillies ici? Alors pour l'instant, c'est uniquement les données recueillies ici au 15-20 pour l'usage des chercheurs des 15-20. Et, les recherches qui seront permises automatiquement seront seulement les recherches sur l'équipe de soins. Donc un médecin pourra faire de la recherche sur les patients qu'il n'a vus et pas ceux de ses collègues. Pour une recherche plus large, voilà, il y a un comité éthique qui sera chargé de superviser et de vérifier que tout est bien fait pour utiliser toutes les données. Oui. Pour la constitution de l'entrepôt de données de santé et surtout pour la réutilisation potentielle à visée de recherche. Donc je comprends que pour les recherches, pour les praticiens eux-mêmes, il n'y a pas besoin d'autorisation, mais pour les autres praticiens, il y a besoin d'une autorisation des patients à la réutilisation des données. Ça veut dire que les patients qui arrivent au 15-20 signent un accord de réutilisation potentielle et vous avez un site Internet sur lequel il y aura pour exercer leur droit d'opposition. Il y a un référentiel CNIL qui est sorti il y a un an maintenant qui encadre tout cet usage. Comme vous n'en avez pas parlé, c'est le sens de ma question. Oui, excusez-moi. Donc ici, il y aura une information des patients systématique par des affichettes dans le hall d'accueil, par des mentions en bas des comptes rendus et des mentions dans le livret d'accueil des patients. Il n'y a pas de signature de consentement parce qu'on est sous le régime de la non-opposition. Donc, par contre, il y aura un site web, un portail de transparence sur lequel les patients pourront aller regarder, voir la liste des études dans laquelle ils sont susceptibles d'être intégrés, d'être inclus. Et ils pourront notifier leur opposition, soit de manière large, c'est-à-dire je ne veux qu'aucune de mes données produites lors de n'importe lequel de mes passages au 15-20 soit utilisée pour de la recherche, soit étude par étude, et dire cette étude-là, je n'ai pas envie de participer, donc je m'y oppose, mais pour les autres, pas de problème. Et donc voilà, il y a des mécanismes d'information des patients. Il y aura une diffusion large aussi, parce que comme on est susceptible de réutiliser des données collectées dans le passé, de patients qui pourraient ne plus revenir, on fera une information par voie de presse générale pour que les patients soient informés que les 15-20 se dotent d'un entrepôt de données cliniques et que leurs données sont susceptibles d'être réutilisées. Ils pourront alors notifier leur opposition. Merci. Donc je pense qu'on va clore la conversation parce que la session patient va bientôt démarrer, mais on va bien sûr s'offrir une